Et si le digital devenait un levier pour votre entreprise? Bienvenue dans le Déclic Digital, le podcast où on explore les outils, les parcours et les idées qui transforment vos projets en réussite. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la HESSO Valais, et plus précisément Alexandra Hugo et Sophie Latrille, qui travaillent pour le centre de carrière de la HESSO Valais et l'Institut de recherche de l'entrepreneuriat et du management de la HESSO Valais. Et du coup, comme vous l'aurez compris, on va parler du digital, oui, mais le digital pour les étudiants, comment favoriser leur employabilité. Bienvenue, merci beaucoup d'être ici. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance de croiser Alexandra et Sophie durant mon bachelor en économie d'entreprise et puis par la suite dans mon parcours professionnel, puisque j'ai aussi travaillé pour l'Institut de recherche de l'entrepreneuriat et du management de la HESSO Valais, ce qui me permet vraiment aujourd'hui de conscientiser le travail qu'elles font vraiment auprès des étudiants, tous les outils qui sont mis à disposition, l'utilisation du digital. Et peut-être que pour commencer, je vous laisse vous présenter, peut-être dire 2-3 mots sur vous, le centre de carrière, qu'est-ce que vous faites, Alexandra? Alors bonjour, donc Alexandra Hugo, je suis professeure de ressources humaines à la HESSO Valais et on est en charge de développer avec Sophie la partie employabilité des étudiants, c'est-à-dire les outiller au niveau des compétences pour qu'ils puissent avoir des dossiers de candidature qui soient professionnels et les amener en fait à mettre en avant ce qu'ils ont appris durant leurs études. Et du coup, Sophie Latrille, donc je collabore avec Alexandra au sein du centre de carrière. Et moi, c'est un peu tout ce qui est digital qui me passionne, tous ces nouveaux outils. Garder un petit peu un œil critique là-dessus, de les tester, voir s'ils font sens avec les étudiants, etc. Et de trouver le meilleur moyen pour les aider à assimiler ces outils. Toujours en lien avec l'employabilité, la transition école-travail. Ouais, c'est très intéressant, la transition école-travail et les outils digitaux, parce que maintenant, il y en a plus que ce qu'on a besoin. En parlant d'outils digitaux, peut-être pour commencer, est-ce que, Alexandra, tu penses que les étudiants, ils arrivent déjà digitaux quand ils commencent leur bachelor? Alors c'est assez paradoxal parce que finalement on pourrait s'attendre à ce que cette génération-là, elle maîtrise totalement les outils digitaux, tout ce qui est numérique, etc. En définitive, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est né avec un smartphone dans la main que forcément on maîtrise absolument tous ces outils, donc pas forcément. Et puis peut-être même on peut remarquer qu'au niveau de la débrouillardise, c'est pas toujours forcément ça. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que la débrouillardise peut être une compétence qui n'est pas forcément acquise dès le départ de leur cursus? Oui, puis je pense que c'est quand on parle vraiment au digital, par rapport au digital, peut-être par rapport à d'autres aspects pas, mais par rapport au digital, c'est tellement des outils à l'heure actuelle qui sont simples d'utilisation, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir cette compétence de la débrouillardise, parce que c'est user-friendly, on ouvre une app, c'est très très simple d'utilisation, alors que par exemple un Excel, si on veut imprimer des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a des outils qui sont beaucoup plus simples à utiliser et d'autres, il faut se débrouiller, il faut aller chercher, il faut essayer de comprendre comment pouvoir l'utiliser. Et peut-être que là-dessus, par habitude, on a moins besoin de se débrouiller pour comprendre. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est réel parce que c'est pas seulement auprès des étudiants, mais également, moi je le ressens auprès des entreprises, c'est la même chose, c'est que les outils sont là maintenant, comment les utiliser, comment les apprivoiser, parce qu'il faut qu'ils rentrent dans les processus aussi des entreprises. Est-ce que vous avez senti au fil des années une transition un peu digitale à la HESSO Valais, ou vous, dans vos cours, centre de carrière, qu'est-ce qui a poussé un peu cette transition vers le digital? Est-ce que c'est un besoin du marché, selon toi? Alors, je pense qu'on peut plus vivre tellement sans digital. Même, on se rend compte aussi qu'au recrutement, il y a souvent une première étape qui est un entretien d'embauche en ligne, avant d'aller vraiment faire l'entretien d'embauche sur place. Donc, je pense que de toute façon, il y a eu cette orientation vers plus de digital, ça c'est sûr. Après, on se rend compte quand même qu'il y a presque un petit retour, parce qu'il y a eu une période où finalement tout le monde a été en ligne, et la nouvelle génération qui arrive, elle n'a pas été en ligne. Et du coup, il y a quand même un petit gap entre deux où peut-être les gens arrivent... on a moins utilisé le digital avant d'arriver à la HES qu'à une certaine époque où tout d'un coup, tout le monde a dû se retrouver en ligne et utiliser tous ces outils. C'est vrai que la période Covid, c'était une période agile, hybride pour les cours. Est-ce que tu penses, Alexandra, que c'est aussi ça qui a fait que on a eu besoin de faire un pas en avant vers ces technologies, on a eu besoin de les apprivoiser en quelque sorte?
Alors clairement, ça a été un accélérateur phénoménal en fait, parce que c'était pas juste une entreprise qui voulait peut-être aller sur du télétravail ou ce genre de choses, ça a été le monde entier. Et tout à coup, ce qu'on annonçait, ce qu'on disait, qui était à une petite échelle, c'est devenu une grosse réalité pour plein de gens. Par contre, c'est clair que c'était pas des conditions optimales, souvent. Donc on a aussi peut-être gardé une mauvaise image, en fait, de ces outils et l'utilisation qui va avec, parce que c'est clair que faire du télétravail en utilisant Teams, on a vu plein d'ailleurs de vidéos hein, sur Internet courir là-dessus, hein, où on voit tout d'un coup les enfants qui débarquent pendant les Teams, enfin les sessions, quoi. Et c'est vrai que c'était pas optimal, en fait. Mais par contre, d'avoir le réflexe d'utiliser, aussi peut-être avoir des réflexes de rationaliser certaines séances, de plus faire des déplacements inutiles. Ça, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, j'ai l'impression. Après, il y a un retour en arrière qui est demandé. Il y a aussi passablement d'entreprises qui veulent que les collaborateurs reviennent dans les entreprises. Mais sauf qu'elles oublient une chose, c'est qu'il y a un avant et un après. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Donc, les gens ont connu. Donc, voilà, il y a une adaptabilité qui est nécessaire. Oui, c'est ça. Et il y a aussi une réalité qui est très différente entre tout ce qu'on peut voir, apercevoir maintenant, scroller sur les réseaux, TikTok, LinkedIn, etc., des super technologies. Je trouve qu'il y a un réel décalage entre ce qui est possible et ce qui match vraiment dans une entreprise. Parce que on oublie souvent que l'entreprise, elle a ses processus. Le digital, il est là, il est arrivé, il nous est tombé dessus pendant le Covid, comme tu as dit. Mais maintenant, il faut laisser le temps au temps de finalement mettre en place des processus clés et qui fonctionnent, parce que entre ce qui fonctionne et ce qui fait rêver, c'est deux choses différentes. Le cœur du sujet aujourd'hui, ça va être le e-portfolio. Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est exactement, ou qu'est-ce que c'est le e-portfolio version HESSO pour les étudiants? Alors, le e-portfolio, c'est déjà un outil. Derrière, il y a toute une méthodologie pour arriver à l'outil. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner les étudiants à réussir à valoriser les compétences qu'ils ont eues finalement au fur et à mesure de leur bachelor pendant les 3 ans, et puis réussir à les expliquer à une entreprise lors d'un entretien. Mais c'est pas que ça. C'est aussi justement pendant le cursus de se dire, OK, j'ai un portefeuille de compétences. Et quelles compétences j'ai développées à quel moment, dans quel cours, dans quel projet que j'ai fait avec une entreprise, dans quel stage, etc. Et puis de poser tout ça. Donc il y a aussi ce côté réflexif qui aide on appelle ça se mettre en position méta, se mettre au-dessus finalement de soi, de ses actions, puis de se dire, OK, à quel moment j'ai fait quoi, est-ce que ça m'a donné des compétences et voilà, dans une idée à la fin de pouvoir le démontrer. Et le e-portfolio, ça vient du design à la base, des arts. Donc c'était de montrer ses œuvres, etc., pour avoir son book. Et là, c'est un petit peu la même chose, mais adapté finalement pour nos étudiants. Donc au final, c'est un outil digital qui permet de mettre en avant la méthodologie pour que les étudiants puissent se démarquer. Comment ils se démarquent réellement, selon toi, grâce à l'e-portfolio? Alors, si tu veux, c'est vraiment cette idée de boîte, hein, comme disait Sophie. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent prouver, illustrer en fait ce qu'ils racontent. Donc, en fait, on va aller sur une méthodologie qu'on appelle SAR, hein, où en fait, on pose la situation, on présente les actions qu'on a mis en avant et les résultats qu'on a obtenus. Et en fait, ça donne une assise, ça donne un argumentaire et en fait, si tu veux, du contenu par rapport à ce qu'on annonce. Alors, je prends un exemple, je pourrais dire, voilà, je sais parler le japonais, par exemple, arigato. Mais en définitive, qu'est-ce qui me permet de vraiment dire effectivement c'est le cas? Peut-être qu'on peut me voir en situation, peut-être que j'ai un B2 dans ces registres de langue, et puis on peut me voir suivre un cours ou être en discussion. Donc ça veut dire qu'un employeur potentiel peut avoir de la matière, peut avoir des informations qui vont dans le sens que oui, j'ai bel et bien les compétences que j'annonce. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 éléments. Premier élément, c'est quand même que les entreprises, il y a des fois des documents qui sont pas justes. Enfin, on ment des fois sur nos CV. Donc, en fait, ça permet d'avoir une certaine validité, en fait. Puis de l'autre, de vraiment pouvoir voir au niveau du matching avec ce qu'ils attendent, au niveau du poste, est-ce que ça rentre bel et bien dans ce qu'ils aimeraient? Sachant qu'ils cherchent le mouton à 5 pattes, on est d'accord. Mais de voir est-ce que finalement, ça colle avec ce qu'ils cherchent, quoi. Oui, c'est très intéressant au niveau des employeurs, parce que du coup, les entreprises est-ce qu'elles utilisent réellement ces outils? Est-ce que vous avez des retours concrets des employeurs qui disent, voilà, le e-portfolio, l'étudiant qui sort de la HESSO, j'ai trouvé super pertinent, on a pu voir que les projets, mettre en avant les compétences. Est-ce que vous avez des retours côté employeur? Est-ce qu'ils utilisent réellement ces outils?
Alors, c'est pas encore beaucoup demandé. Mais l'idée, justement, nous, quand on coach les étudiants, c'est de les aider à se démarquer. Donc, si on leur expliquait comment faire ce que tout le monde fait, c'est pas là qu'ils vont avoir une valeur ajoutée quand ils vont postuler. Donc, l'idée, c'est justement on a cherché, en fait, un outil qui existait, on l'a pas inventé, mais cette démarche d'avoir un e-portfolio, ça existe. Et on s'est dit, bah oui, là, ça peut permettre vraiment à l'étudiant de se démarquer lors d'un entretien, lors d'une postulation. Et puis, du coup, forcément, on a été... questionner le marché et demander aux entreprises qu'est-ce qu'ils ont pensé. Alors en effet, je pense que 9 sur 10 vont pas demander le e-portfolio, mais maintenant on voit dans certaines offres d'emploi, on demande un e-portfolio, CV, lettres et e-portfolio, mais ça reste encore très rare. Mais par contre, toutes les entreprises à qui on a présenté cet outil, ce projet, etc., toutes disent, bah oui, en fait, c'est super intéressant. Ça donne un fil rouge, etc. Ils vont pas forcément regarder le e-portfolio de toutes les postulations, s'ils en reçoivent 50, 100, mais par contre, sur les 10 potentiels candidats qu'ils hésitent à inviter à un entretien d'embauche, bah là, ils peuvent un peu creuser, ils ont plus d'infos sur un e-portfolio. Et puis du coup, là, c'est vrai que c'est des retours vraiment très positifs, et on les fait venir aussi, ces experts RH, et faire des entretiens d'embauche fictifs avec nos étudiants, où là, l'étudiant utilise son e-portfolio pour présenter ses compétences, les projets de groupe qu'il a fait, un mandat avec une entreprise, son travail de bachelor, etc. Et puis du coup, il a vraiment des images aussi, des faits, des témoignages, etc. à montrer à l'entreprise. Pour quelqu'un qui voudrait faire du marketing digital, il peut montrer des vidéos qu'il a faites, etc. Donc voilà, et toutes les entreprises qui viennent, tous les experts ont vraiment un feedback super positif, mais on est bien au clair que ça reste un outil pour se démarquer, puis avoir quelque chose en plus par rapport à d'autres. Oui, au final, je trouve ça tellement pertinent parce que c'est comme une entreprise, elle a un site internet, un site, c'est sa vitrine, c'est son identité digitale en fait, et au final, c'est peut-être ça qui va lui donner un avantage par rapport aux autres entreprises. Je prends l'exemple d'un artisan par exemple, avec un joli site vitrine, et celui qui en a pas ou qui ne peut pas mettre en avant ses réalisations, son portfolio, sa page contact, etc. Et au final, c'est un énorme avantage pour les étudiants, peut-être pour rentrer dans le monde du travail, et je trouve ça super pertinent. Quand on parle digital e-portfolio, je sais aussi que vous intervenez avec le CV vidéo, qui souvent font partie de ces portfolios. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ces CV vidéo ? Alors, le CV vidéo, en fait, c'est un autre outil qui a un autre objectif. En fait, c'est de mettre en scène, finalement, d'une manière numérique, avec du son et de la vidéo, bien sûr, comme son nom l'indique, ce qu'on voudrait faire au niveau du CV. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus générique, qui sera moins adapté spécifiquement à une offre d'emploi spécifique. Mais par contre, c'est un petit peu le premier pitch qu'on peut faire sur soi, avec une vraie réflexion des différentes informations qu'on a envie de mettre en avant par rapport à soi-même. Donc, c'est un peu on va dire, une carte de visite améliorée d'une certaine façon. Très bien. Et puis, je l'ai vécu aussi, je m'en suis rendu compte que le CV vidéo, c'est super puissant parce qu'en fait, on peut transmettre des émotions qu'un CV papier ne peut pas. On peut transmettre notre personnalité. On peut utiliser en fait tous ces outils qu'on a à disposition pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais qui dit CV vidéo dit aussi préparation. Enfin, il faut quand même des compétences techniques. Est-ce que vous, à la HES, vous les accompagnez là-dedans ? Vous faites, je sais que vous le faites, mais peut-être explique-moi un peu comment vous les accompagnez pour leur permettre de détenir des compétences qui finalement leur servent pour le CV vidéo, mais pas seulement, puisqu'après, c'est des compétences qu'ils prennent avec eux dans le monde du travail. Alors on les accompagnait plus à l'époque, et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on a dit au début, par rapport à la vidéo, il y a ce côté débrouillardise. Et c'est vrai que le côté technique, souvent les étudiants se débrouillent super bien pour faire des vidéos. Donc on ne demande pas que ce soit une vidéo exceptionnelle, filmée. Voilà, c'est vraiment des compétences où on se filme en plan fixe, avec quand même des images, etc., des choses qui soient dynamiques. Et on a des outils qui sont justement très simples et très adaptés. Et puis du coup, ça les aide à faire ce CV vidéo. Donc ça, c'est le côté technique, mais il faut quand même quelqu'un qui soit là pour répondre à leurs questions, pour les aider, etc. Mais là, de ce côté-là, je reviens sur ce que j'ai dit avant, je trouve qu'il y a vraiment ce côté débrouillardise. Par contre, ce qui est super important, c'est le scénario. Et c'est ce qu'on met dans le CV vidéo. Parce qu'on ne va pas faire un PowerPoint animé, justement. C'est pas juste, OK, je poste cette image, après je parle, etc. Il doit y avoir un scénario, un fil rouge, un storytelling. Et c'est là-dessus où c'est intéressant d'avoir justement quelqu'un qui est finalement un peu externe et qui va leur donner des feedbacks aussi sur les idées qu'ils ont, etc. Puis leur faire poser vraiment ce scénario. Donc ça se passe beaucoup avant.
je dirais finalement avant la production du CV vidéo. Oui, au final, comme le e-portfolio, c'est vraiment le CV vidéo, c'est l'outil qui va mettre en visuel ou en image toute la méthodologie que vous faites avec eux derrière, et puis toute la technique que vous leur apportez. Est-ce que bah voilà, tu as parlé de débrouillardise, c'est bien, enfin, c'est intéressant de savoir qu'ils arrivent à se débrouiller. Est-ce qu'ils ont envie de savoir se débrouiller surtout? Est-ce que c'est un frein pour eux de devoir utiliser ces outils? Ou bien est-ce que peut-être vous voyez des différences entre les filières? Parce que j'imagine que peut-être les filières un peu plus, je sais pas, par exemple informatique auront plus de facilité. Ou est-ce qu'il y a une réelle différence ou un frein pour les étudiants? Alors, je pense que c'est pas évident, en fait, d'arriver sur ces outils. Il y a toujours un peu une peur ou une certaine crainte. Alors, c'est clair, ça dépend des filières, hein. C'est clair que si c'est en informatique de gestion, là, voilà, j'ose espérer que c'est plus simple pour eux. Mais il peut y avoir un frein, et avec cette idée de dire, ah, mais moi, je sais pas, en fait. Et puis, ça, c'est très problématique, parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, si on reste non numérique compatible, si je puis dire, là, on risque d'avoir des très, très gros problèmes au niveau de l'employabilité dans les prochaines années. Ça, c'est évident. Mais voilà, c'est plus le côté j'ose pas, je sais pas, et des fois on doit un peu les inciter, les pousser à oser quand même, mais oser, j'ai envie de dire, presque dans tous les secteurs, et indépendamment de simplement faire les outils numériques. Déjà, oser prendre le téléphone et appeler quelqu'un, des fois c'est déjà compliqué pour eux, rien que ça. Donc voilà, c'est oser prendre un petit peu des risques, se visibiliser, se montrer. C'est pas évident en fait de se mettre en avant, de faire du marketing de soi, si j'ose dire. Et ça vaut toutes les générations, quoi. En fait, ça, c'est difficile. Et puis, le numérique, il y a quand même toujours un petit peu une crainte, même si ils ont peut-être moins peur d'appuyer sur les boutons, je dirais. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses, Sophie, mais... Oui, je suis assez d'accord avec toi. Puis je pense que on a aussi pas mal de complémentarité et de différences finalement dans les classes. Au sein d'une même filière, d'une même classe, bah, typiquement, il y a des étudiants qui vont vouloir travailler avec la vidéo, comme toi. Et du coup, eux, ils sont passionnés, ils vont faire des montages au top, ils vont utiliser des outils qui sont plus compliqués. Et il y en a d'autres qui partent en disant, mais moi, je n'ai jamais fait du montage de vidéo, j'ai aucune idée comment commencer, etc. Et finalement, bah, ils vont aussi s'aider. Et pour celui qui veut travailler là-dedans après, bah, il peut peut-être aussi aider son collègue. Ça lui donne une occasion d'action pour développer la compétence montage vidéo, qui peut lui être très utile par après. Et il y a aussi, je pense, ce côté finalement entraide, et chacun a sa compétence, et ça les aide après aussi à dire, ah ben finalement, je me suis rendu compte que peut-être j'avais plus de compétences que les autres dans ma classe, et bah, je peux mettre ça en avant après. Alors que l'autre, tout d'un coup, va peut-être se trouver une vocation de se dire, en fait, j'ai adoré faire ça, ou pas. Et du coup, c'est aussi intéressant finalement par rapport... ouais. Allez, pour la petite histoire, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Ok. Le CV vidéo, bah voilà, les compétences développées, c'est vrai que c'est pas facile, comme tu dis, d'appuyer sur le bouton, de se mettre en avant, de faire un peu du marketing de soi. Mais au final, bah, c'est ceux qui osent le plus, parce que on va pas se mentir, on s'en fiche si c'est pas parfait. Mais celui qui ose le plus, forcément, il aura un avantage concret après sur le marché du travail. Et puis, ce qui est très pertinent aussi dans ce que vous avez expliqué, c'est que ceux qui osent pas au début, est-ce que par la suite, vous voyez, je sais pas, ils sont contents de l'avoir fait, ou ils sont satisfaits de l'avoir fait, même s'ils se disent, ben voilà, c'est compliqué, c'est quelque chose que je veux pas faire, mais je suis content du résultat et j'ai bien fait de le faire. Enfin, est-ce qu'ils arrivent à mettre du sens sur ces travaux, même si au départ, ils sont pas forcément enchantés de le faire? Alors clairement, et puis là, ben, on en revient à le podcast, on est sur du digital et sur les outils, et d'avoir le déclic, on est vraiment là-dessus, mais avec la condition sine qua non, c'est qu'ils choisissent le bon outil. Et il y a des outils plus simples, comme on a dit avant, il y a des outils plus compliqués. Et l'étudiant qui va direct commencer avec un outil super compliqué de production, lui va peut-être être dégoûté directement, il va dire « Ok, je suis nul en digital, j'arriverai pas ». Alors qu'il y a des outils plus simples, parce que justement, on ne leur demande pas la perfection c'est pas un mandat pour une entreprise de com, etc. Et du coup, celui-là va choisir un outil plus simple, et du coup, il va vraiment réussir, parce que... Voilà, il va arriver à faire une vidéo de qualité, etc. Puis à la fin, bah, ils seront fiers du résultat. Mais de nouveau, il faut toujours avoir l'outil qui fait sens par rapport aux compétences qu'on a, par rapport aux besoins aussi, aux besoins de ce qu'on doit faire et quel outil utiliser. Ouais. Ouais, au final, c'est comme dans les entreprises, parce que bah, voilà, elles ont toutes leurs propres processus. Les outils sont là, mais pas tous les outils conviendraient à tout le monde. Comme le e-portfolio, je pense qu'au départ, vous avez commencé par une phase test. Qu'est-ce qui vous a fait valider un peu l'outil? Qu'est-ce qui vous a
fait vous rendre compte en fait que c'était pertinent pour les étudiants d'utiliser ce e-portfolio comme outil pour mettre en avant tout ce qu'ils ont à apporter à une entreprise? En fait, la genèse de la création du centre de carrière, c'était une discussion qu'on a eue ensemble avec Sophie. Et tu sais, c'est quand même pas possible. Les étudiants, ils font des CV tout moches. C'est quand même pas difficile d'aller taper sur Internet et taper joli CV et puis voir ce qui sort. Puis elle m'a fait remarquer, elle m'a dit, mais tu sais, c'est peut-être pas c'est pas de faire joli qui compte, c'est aussi le contenu qu'on met à l'intérieur. Et en fait, pour moi, c'est l'outil e-portfolio, il a cet avantage, c'est de devoir réfléchir. On doit réfléchir à qu'est-ce qu'on met en avant, pourquoi on le met en avant. Donc ça veut dire aussi qu'on peut l'adapter en fonction d'où on veut aller postuler. On ne va pas postuler de la même manière si on veut faire du marketing, de l'événementiel ou aller travailler dans une fiduciaire. On doit s'adapter en fait à son interlocuteur. Et tout ça, je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est ce besoin d'adaptation, on dit aux étudiants qu'il faut s'adapter, on doit toujours s'adapter en termes de communication. Donc finalement, ça apprend un peu l'humilité, je dois aller chercher des ressources si je ne sais pas faire, ça permet de pouvoir collaborer avec d'autres, ça permet aussi de se mettre en avant. Donc en fait, c'est un peu un outil qui développe plein de compétences d'une manière indirecte et tout à fait cachée, et qui met un peu en perspective tout ce qu'on leur apprend, enfin pas mal de choses qu'on leur apprend, tout ce serait un peu exagéré, pas mal de choses qu'on leur apprend finalement pendant leur cursus. Ça cristallise un peu toutes ces compétences et ça visibilise de manière très rapide, en fait, pour montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est pour ça qu'on trouve intéressant. Et après, on l'a challengé avec le marché, en allant vérifier est-ce que c'est pertinent ou pas. Et comme les réponses étaient positives, on poursuit cette démarche, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Enfin, je pense que, moi, je suis persuadé que le digital, il faut le poursuivre, faut pas le lâcher. Est-ce que vous, par rapport aux autres écoles ou aux autres peut-être pays, est-ce que vous pensez qu'on est un peu en retard, que ce soit dans l'éducation, mais à l'utilisation des outils digitaux? Là, on parle de e-portfolio. Est-ce que les autres écoles le font aussi? Alors, en Suisse, on en discute au sein du réseau suisse des centres de carrière. C'est une discussion. On a vraiment ce côté compétences aussi. Les plans d'études sont beaucoup plus orientés vers des compétences. Et du coup, à la fin, il faut les valoriser, réussir à les démontrer, etc. Donc, c'est des discussions qu'on a avec les autres écoles. On discute sur les outils, on discute sur la pédagogie, etc. Donc, on est en plein dedans. Et je pense qu'on a commencé peut-être un petit peu avant. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'ils peuvent aussi apprendre de nos erreurs du début. Quand on a un outil qui est picobello, de nouveau, comment on l'utilise, comment on arrive à ce que ça fasse sens pour les étudiants. Et c'est intéressant d'avoir justement ces échanges avec les autres écoles. Donc là, on parle pour la Suisse. Après, c'est clair qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est plus utilisé. Où là, il y a carrément des plateformes après de matching entre les entreprises et les profils finalement des étudiants, les e-portfolios des étudiants. Mais sinon, je pense que c'est une tendance vraiment actuelle. Et le jour où ça ne sera plus une tendance, nous, on ne va plus l'enseigner parce que ça sera acquis par les étudiants. Donc là, on est vraiment dans l'innovation dans les RH et puis dans une tendance qui, il me semble, se retrouve un peu partout. Mm-hmm. Oui, et puis au niveau du e-portfolio, aujourd'hui on parle beaucoup du e-portfolio carrière, si on peut dire, mais il y a aussi tout un volet de e-portfolio qui est plus pédagogique en fait. Où, en fait, on va réfléchir au parcours par lequel on va faire passer l'étudiant pour acquérir une compétence au sein des cursus de formation. Donc on va dire il y a aussi un e-portfolio plus pédagogique d'une certaine manière. Donc c'est différentes boîtes finalement qui coexistent entre elles pour à la fin arriver à outiller correctement l'étudiant. Oui, au final, c'est prendre les meilleurs outils pour favoriser son employabilité, son développement, ses compétences. Et en parlant d'outils de futures compétences, comment ne pas parler de l'intelligence artificielle? Comment vous le ressentez, peut-être auprès des étudiants? Il y a l'émergence de ChatGPT notamment. Alors moi, je suis juste sorti de mon cursus avant que ça soit le gros boom. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est un outil qu'ils utilisent beaucoup dans les études? Alors, je pense que c'est très fortement utilisé dans les études. Maintenant, le challenge, c'est de ne pas donner sa langue au chat, si j'ose dire ça comme ça. C'est-à-dire garder l'esprit critique, parce que l'intelligence, elle est derrière l'écran, derrière le clavier, et c'est la personne qui fait les prompts, en fait, qui a l'intelligence. C'est un algorithme, et donc ne pas lui donner la valeur qu'il n'a pas. C'est-à-dire que, oui, il fait des ellipses, il fait des erreurs, et c'est pas parce que ça a été écrit que c'est juste. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de permettre à l'étudiant de conserver ce regard critique, ce qui nécessite pour un regard critique de maîtriser le contenu,
Donc ça veut dire que ça n'empêche pas d'aller faire des recherches sur les articles scientifiques, enfin voilà, d'avoir cette assise en fait théorique derrière pour pouvoir utiliser à bon escient et pouvoir suffisamment maîtriser la matière pour dire là c'est faux, ça c'est juste, tiens là il y a un lien intéressant, mais d'abord il faut maîtriser. Et c'est le risque. En fait, c'est super utile quand on maîtrise bien, c'est super utile sur la reformulation, c'est clair. Nous, on a des qualités d'email qui viennent de la part des étudiants avec une qualité d'écriture qui est tout à fait incroyable, tout à coup. Donc ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais par contre, conserver une certaine distance, en fait. On gagne du temps, mais après, on doit aussi investir du temps pour aller rechecker, revérifier, reformuler. Parce que parfois, c'est un petit peu à côté de la plaque, il faut quand même dire. Oui, mais je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis, c'est que c'est quand même un risque. Tu as parlé de prompt, c'est très juste. C'est au final, l'intelligence artificielle, elle va souvent te dire ce que tu as envie d'entendre selon la manière avec laquelle tu lui poses la question. Donc c'est très pertinent parce qu'au final, ça devient aussi une compétence. C'est un outil qui est à leur disposition, mais s'il est mal utilisé, ça peut être risqué. Et puis en parlant de CV vidéo, l'IA, est-ce qu'elle joue un rôle là-dedans dans les postulations ou à la fin des études des étudiants, peut-être les lettres de motivation, j'imagine? J'imagine que vous en avez aussi déjà discuté. Qu'est-ce qui en ressort? J'allais justement bondir sur le côté de lettre de motivation et je pense que là, on est dans le plus grand danger, c'est dans la lettre de motivation parce qu'on parle justement d'humain, on parle de se démarquer des autres. Donc on a tant d'étudiants qui sortent avec le même bachelor, le même papier, mais ils sont tous différents. Et ce qu'on leur apprend, c'est justement de dire, bah, ok, toi, avec ton bachelor par rapport à un autre, quel travail de bachelor t'as fait, quel job t'as fait aussi en parallèle, etc. pour démontrer vraiment tes compétences qui finalement ressortent aussi de ce même bachelor que vous avez tous eu. Quelles options tu as choisies en dernière année, etc. Et du coup, l'IA, si on l'utilise pour faire la lettre de motivation, elle n'aura pas toutes ces spécificités qui sont liées à chaque étudiant. Elle va prendre, OK, un étudiant qui sort du bachelor en économie pour telle offre d'emploi et je fais une lettre qui est bateau. Et on sera vraiment sur quelque chose qui est ultra généraliste, alors que la lettre de motivation, c'est vraiment, j'ai écrit à l'entreprise pour dire pourquoi j'ai vraiment envie d'aller travailler là, pourquoi je suis la bonne personne, pourquoi le poste me correspond. Et on est vraiment sur du matching de tout ça. Et pour reformuler, c'est très bien, mais le contenu, on est de nouveau dans un scénario. Le scénario, on ne va pas le demander à l'IA, c'est soi-même et on va parler de nous-mêmes. Donc c'est super important de garder cette distance et de nouveau d'utiliser l'outil à ce pourquoi il peut être utile. Dans le lettre de motivation, c'est vrai que quand on voit des lettres de motivation super bien écrites, mais sans fond, c'est une lettre qu'on peut prendre et dupliquer auprès de 100 candidats, et elle est très bien écrite avec l'IA, mais elle ne correspond pas du tout à la personne. Et ça, ça dessert finalement le côté lettre de motivation. Après, ça reste quand même un outil qui est super utile et qu'on doit apprivoiser, je dirais. Oui, apprivoiser parce que c'est vrai que s'ils se retrouvent tous avec la même lettre de motivation parce qu'elle a été écrite par une intelligence artificielle, ça fait peu de sens pour l'entreprise. Et puis c'est là qu'on peut faire la corrélation finalement avec le CV vidéo qui est tout l'inverse, qui amène vraiment la personnalité, la postulation vraiment pour l'entreprise, de savoir si je suis fait pour ce poste ou pas, si j'ai les compétences, si j'arrive à les mettre en avant. Et je remarque vraiment qu'au final, c'est un peu comme une entreprise qui doit se vendre, un artisan qui doit se vendre pour être engagé, il a son portfolio. S'il envoie des emails bateaux de prospection rédigés par l'IA, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui au final dessert, comme tu l'as dit, c'est très pertinent. Et puis, donc c'est plutôt un risque si on l'apprivoise mal pour vous, c'est ça? Et peut-être encore rajouter quelque chose. En fait, finalement, on est vraiment dans un moment dans l'employabilité entre un matching en fait entre l'employeur et le potentiel futur employé. Et finalement, toute la démarche, c'est un peu quand on fait du matching comme pour une app de rencontre, quoi. Et le danger, c'est d'aller avec des apps de rencontre, tu sais, avec des différents critères. Par exemple, je cherche quelqu'un qui aime les chats, qui fait de la randonnée et qui aime le théâtre, par exemple. Et je suis sûre qu'on connaît tous quelqu'un qui aime les chats, fait de la randonnée et aime le théâtre, qui n'est pas hyper optimal, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, le problème, c'est avec ces outils, le risque, c'est d'aller vers quelque chose de très normé, des compétences très factuelles. Et en définitive, on perd la richesse des parcours atypiques. On perd la richesse peut-être de quelqu'un qui ne sait pas forcément exactement les critères qui seraient demandés. Donc le risque, c'est d'aller vers de la facilité, aussi pour les entreprises.
Donc c'est trouver le juste équilibre, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie, hein, c'est trouver le juste équilibre entre on se facilite la vie, ou on se facilite trop la vie, ou on est trop exigeant, tu vois, d'arriver à un juste milieu en fait. Et je trouve que c'est là que c'est très pertinent d'avoir votre l'accompagnement durant le cursus, que ce soit le centre de carrière, les cours, les professeurs, c'est qu'au final, les outils sont là, c'est plus une surprise, mais maintenant il faut réussir à les adapter, les apprivoiser et les maîtriser pour en faire un usage pertinent. Parce que, comme tu dis, on peut vite tomber dans le mauvais usage ou la mauvaise utilisation de l'outil. Et puis, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour votre vision, votre présence, tous les petits insights que vous nous avez donnés. Peut-être avant de se quitter, si un étudiant nous écoute, quel serait un conseil que vous lui donneriez pour améliorer un peu son employabilité grâce aux outils qu'il a à disposition? Parce qu'il en a beaucoup, mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, je pense qu'on a pas mal parlé d'outils et comment les utiliser. Peut-être que si je reviens à la base, faut pas oublier qu'à la base, il faut se connaître. Parce que là, on parle de bien se présenter dans un CV vidéo, de démontrer ses compétences sur un e-portfolio. Mais à la base, il faut les identifier, ces compétences. Il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir où on a envie d'aller postuler pour que la rencontre, elle se fasse et puis qu'elle soit justement vraiment par rapport à notre personnalité, à nos envies, à nos motivations et nos compétences et où on a envie d'aller. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette première étape. Et quand on propose une option en dernière année qui s'appelle Career Design, et on commence toujours par l'étape qui suis-je? Parce que l'idée, c'est de commencer par là, pour qu'on ne devienne pas justement juste un peu trop en mode IA. Oui, l'idée, c'est de ne pas foncer tête baissée. C'est ce qu'on retiendra aussi. Et puis, c'est très intéressant. Et peut-être, Alexandra, tu as un petit dernier mot pour la fin? Oui, alors on parlait de se connaître, combien c'était important. C'est vrai qu'il y a soi, puis il y a l'autre partie. Ça veut dire aussi qu'il faut connaître l'entreprise. Donc il faut s'intéresser à elle, avoir des informations. Et puis je vais peut-être un peu casser le côté digital de notre discussion, mais il y a aussi la vraie vie et le réseautage, c'est fondamental. Donc ne pas hésiter à faire connaître, faire savoir dans la vraie vie, parce que finalement les outils digitaux sont des supports. Et c'est juste un support. Exactement, c'est des outils, mais comme tu dis, le réseau, c'est très, très, très important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit et la région dans laquelle on vit. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Merci encore pour votre participation. Merci encore à ceux qui nous écoutent. Vous étiez dans le Déclic Digital, le podcast où on explore les transformations concrètes à travers ceux qui les vivent. Si ces sujets vous intéressent, que ce soit digital, automatisation, intelligence artificielle, visibilité en ligne, marketing, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout sera en description et à très bientôt pour le prochain épisode.